Donc, Filaction finance les entreprises d'économie sociale partout au Québec. Donc, oui, on est présent partout au Québec. Filaction est un fonds d'impact. Je viens de dire il y a quelques secondes qu'on avait beaucoup de priorités. Quand on regarde Filaction qui a de plus de 20 ans, on peut remarquer que, surtout avec d'il y a une couple d'années, l'ONU, avec ses objectifs de développement durable, nous, on est présent ou intervient au tout moins dans environ 15 sur les 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on se présente ou on va commencer à se présenter comme un fonds d'impact. On souhaite, on désire, on travaille fort être présent dans les 17 régions du Québec. Je peux dire non, on n'est pas dans 17 régions, je pense qu'on est dans 15, mais on travaille fort pour être présent dans toutes les régions. C'est une raison pour laquelle aussi, dans le cadre de l'économie sociale et dans le cadre d'Ignogec, on rencontre toutes les forces du milieu partout au Québec. Donc, à ce jour, on est rendu peut-être une dizaine de rencontres que nous avons effectuées. Il y en a autant là qui s'en viennent au cours des semaines à venir. Les objectifs de Filaction, bon, évidemment, c'est le financement des entreprises d'économie sociale, mais non exclusivement. Donc, on finance aussi les PME partout au Québec, notamment, mais non exclusivement, au niveau des domaines de la culture et du tourisme, ainsi que les entrepreneurs de la diversité. Donc, ça, c'est le premier objectif de Filaction, le financement direct. Le deuxième objectif, tout ce qui concerne la finance inclusive. Donc, pour ce faire, on capitalise, on gère, on structure des fonds pour des populations ou des secteurs qui sont mal desservis et non desservis. Tout à l'heure, au tout début, lorsque Marie-Ève s'est présentée, il disait qu'elle avait travaillé pendant des années au niveau du soutien aux femmes et sœurs. Oui, effectivement, Filaction, pendant 12 ou 13 ans, Filaction était le principal bailleur de capital pour les fonds femmes et sœurs, et c'est juste avant la fusion qu'il y a eu il y a 3-4 ans. Donc, depuis le début, Filaction était présente. Je pense que c'était en termes de capital, il fournissait 2/3 du capital. Et si Filaction est capable de faire des investissements, c'est parce qu'on a toujours une approche de collaboration et de complémentarité. Je pense que la session aujourd'hui s'appelle économie sociale, ça collabore. Donc, ça rentre clairement ou concrètement dans le type de travail qui fait Filaction, c'est-à-dire la collaboration et la complémentarité avec les différents acteurs au niveau local, régional. Puis évidemment, lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on travaille en complémentarité, c'est au bénéfice de tous. Petite équipe, 17 employés, 2 bureaux. Montréal, là où je suis plus souvent, aussi d'ailleurs Pauline, puis le siège social qui est à Québec, dans lequel plus souvent, avant pandémie, Marie-Ève et Thierry Jacquemin se trouvent. À partir de ces 2 bureaux, on couvre tout le Québec. Nos prêts sont de 50 à 500 000 $ et pour l'économie sociale, on peut aller jusqu'à 1 million de dollars pour une deuxième intervention. Il y en a 3 secteurs dans lesquels Filaction peut aller jusqu'à 1 million de dollars. C'est pour ça que dans notre site web, vous allez voir juste de 50 à 500 000 $, parce que les millions de dollars, c'est plutôt spécifique au niveau de l'économie sociale, les entrepreneurs de la diversité et le tourisme. Nos outils d'investissement sont des prêts à court terme, long terme, avec ou sans garantie. On a des crédits rotatifs, achats d'actions. Quand on arrive à des prêts de 500 000 $ et plus, parfois pour certaines entreprises, le paiement peut être assez élevé et puis grand impact sur l'encaisse de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, compte tenu que nos prêts sont entre 5 et 7 ans, on peut faire des amortissements jusqu'à 20 ans. Donc, au bout de 7 ans ou 5 ans, on fait un ballon sur les restants pour renégocier un nouveau prêt ou s'il y en a d'autres moyens de financement de l'entreprise, on le regardera. Mais en général, c'est la continuité et c'est le renouvellement de nouveaux prêts. Notre approche, nous, on veut écouter c'est quoi les besoins de l'entreprise, c'est quoi la portée de l'entreprise. À partir de là, on va dire quels sont les éléments
qu'on a besoin pour continuer à travailler ensemble. Je disais tantôt que notre politique d'investissement, c'est jusqu'à 500 000 $, exceptionnel jusqu'à $1 million, mais je peux vous dire que lorsqu'on entend les projets, d'ailleurs en économie sociale, on a déjà investi jusqu'à $1,5 million de $. Donc, oui, on a des politiques qu'on respecte et on continue, sauf que notre approche, c'est s'imprégner des besoins, de la portée de l'entreprise, puis à partir de là, on peut aller plus loin. On travaille toujours en complémentarité avec les autres sources de financement. Marc-André, vous disiez que vous allez éviter les risques. D'ailleurs, au niveau d'Inogec, c'est complémentaire au risque. Donc, on essaie toujours d'être complémentaire. Dans certaines régions du Québec, on est plus proche que d'autres. Par exemple, dans certaines parties du Québec, on travaille beaucoup avec Investissement Québec en économie sociale, puis dans lesquelles on arrive même nos conditions pour faciliter le travail des entreprises. Ailleurs, c'est plus, par exemple, avec les ADC, avec qui on travaille beaucoup, ou ailleurs, c'est des MRC ou des organisations de développement économique qui représentent les MRC ou les villes. D'ailleurs, dans cet esprit-là, on a développé des partenariats avec certaines villes ou MRC de Laurentides, que ce soit avec Saint-Jérôme ou Val-David, avec qui on a développé des partenariats. Puis on essaie toujours de travailler, ou même du Montagne, avec qui on essaie toujours de développer des partenariats parce que c'est comme ça qu'on va être en mesure de pouvoir bien desservir nos entrepreneurs, nos entreprises. Donc, il y avait une question sur les crédits rotatifs. Bon, ce sont des interventions qui peuvent être atypiques. Rotatif, ce n'est pas une marge de crédit, parce qu'il peut sembler une marge de crédit, c'est que certaines entreprises, notamment dans la culture, ça on en a fait beaucoup au niveau dans le milieu culturel, qu'à cause de ces vêtements, ils en ont des périodes dans l'année qui ont besoin beaucoup plus de financement, mais une fois l'activité passée, ben, ils n'ont plus besoin. Ça peut s'apparenter, comme j'ai dit, avec la marge de crédit, mais c'est un prêt rotatif qu'on garde sur 3, 4 ou 5 ans. On peut faire aussi des interventions atypiques, notamment au niveau de remboursement, avec des moratoires, soit au début, parce que le besoin de liquidité de l'entreprise, c'est nécessaire pour les besoins de liquidité de l'entreprise, ou même des moratoires saisonniers. Encore une fois, ça c'est les lots, surtout des entreprises qui sont dans le domaine touristique, donc on va s'adapter. Ça revient à l'approche qu'on fait au niveau des financements. Je pense qu'il y a une autre question ou quelques questions. Non, c'est bon. Ça va? Parce que quand je vois à droite orange, je dis peut-être qu'il y a du monde qui essaie de... Aussi, dans l'économie sociale, il y en a des organisations qui, par exemple, fonctionnent par des levées de fonds. Puis on a déjà fait dans le passé des investissements dans lesquels des entreprises avaient un projet, par exemple, dans 3 ans ou 4 ans. Ils disent, ben, dans 4 ans, on va le faire le projet parce qu'on va ramasser l'argent. Sauf que quand on vient nous voir, on voit qu'il y a toute une expérience, un track record dans ce travail. Donc, pourquoi attendre 4 ans alors qu'on peut le prêter dès maintenant? Puis, à fur et à mesure que la collecte avance, le financement de FilAction est repayé. Donc, c'est là qu'on appelle intervention atypique. On n'a pas de frais d'ouverture de dossier pour les entreprises en économie sociale. Bon, pour les autres, oui, mais dans l'économie sociale, non, il n'y en a pas de frais d'ouverture de dossier. Il y a parfois des questions qu'on nous pose sur les taux d'intérêt. Je peux vous dire que les taux d'intérêt, selon les normes des organisations similaires aux nôtres, donc, puis on essaie toujours de s'adapter. On a des outils qui nous permettent de calculer les taux d'intérêt. Bon, aujourd'hui, la façon comment est-ce qu'en général on fonctionne, parce qu'encore une fois, notre approche, c'est la flexibilité. Les lots, la majorité, c'est on a les taux préférentiels plus la cote de risque, qui sont, je pense, une dizaine d'éléments qui nous amènent à dire, bon, c'est quoi le taux d'intérêt qu'on doit changer. À charger. Les gros de nos prêts se situent entre 8 et 10%, sauf que dans des cas exceptionnels, à cause de notre approche flexible et adaptable, on a donné des prêts beaucoup plus bas dans certaines circonstances. Mais en général, je peux vous dire,
qu'on voit selon les projets qu'on reçoit, c'est entre 8 et 10, mais ça, c'est calculé, c'est le taux de préférentiel et la cote de risque. On finance quoi? La croissance, expansion, acquisition, relève d'affaires, projet d'exportation. Puis dans le cas d'économie sociale, peut-être l'élément le plus intéressant, c'est la prise de participation par les employés. Donc, au cours des dernières années, on a financé quelques coopératives de travailleurs actionnaires. Soit en termes de relève d'entreprise, c'est-à-dire il y a les propriétaires qui voulaient vendre l'entreprise, ou même dans le cas de certaines entreprises de PME qui ont à cœur les liens avec leurs employés, ou c'est dans une perspective aussi de politique de ressources humaines, de garder les employés, vont faire participer les employés. Le moyen de le faire, c'est la coopérative de travailleurs actionnaires. Évidemment, ça je le redis à chaque fois que je parle des coopératives de travailleurs actionnaires, nous on s'investit lorsque c'est dans des connotations positives. C'est-à-dire, oui, il y a un relève d'entreprise, il faut que les employés prennent en charge l'entreprise, ça c'est positif. Qu'un PME dise, oui, on veut faire participer les employés parce qu'on tient à cœur nos employés ou parce que c'est une politique de ressources humaines ou parce que c'est tout à fait équitable de dire faire participer, ça c'est positif. Là où on ne rentre pas, puis on le dit, on le répète, c'est lorsque c'est négatif. Négatif, c'est l'entreprise qui va tellement mal qu'on dit, OK, on va faire participer les employés. Puis à ce moment-là, les employés sont dans un double risque. Risque de perte d'emploi, puis risque leur participation, leurs actifs qu'ils auront mis au niveau de la coopérative de travailleurs actionnaires. Là-dessus, on en a quelques expériences en la Nodière, Québec, en Estrie. Alors, oui, on peut en parler si le besoin se fait sentir. On a un fonds pour les entreprises touristiques. On avait un fonds de tourisme qui était conclu ou qui avait fini le capital en, je pense, juillet de l'année passée. Au mois d'octobre de l'année passée, on a lancé le nouveau fonds de tourisme qui s'appelle Fonds pour les entreprises touristiques. Cette fois-ci, c'est pour des prêts entre 50 et 500 000 $. Avant, c'était jusqu'à 250 000 $. Donc, maintenant, c'est 500 000 $. Puis, la particularité de ces fonds-là, une, c'est en partenariat avec le ministère du Tourisme. Donc, on le fait pari passu, moitié-moitié. C'est un fonds de 11,5 millions de $. Puis l'autre particularité, puis qui est fort important, surtout comme on l'a vu l'importance dans le cas de la pandémie, c'est que les fonds visent à investir dans des entreprises qui ont comme le projet attirer de nouvelles clientèles ou prolonger les périodes d'exploitation des entreprises ou même compléter l'offre touristique de la région. Alors donc, pour ce faire, on a des liens avec le ministère qui nous donne des avis sectoriels sur un tel projet. Puis c'est comme ça qu'on est en mesure d'être plus complémentaire, puis être plus intéressant, disons, parce que ce n'est pas pour financer, par exemple, dans un marché saturé, certains types d'initiatives, sinon plutôt de quelque chose qui va venir à faire grandir l'offre touristique de la région. Puis, je disais, en temps de pandémie, ça devient intéressant. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les fonds de tourisme se portent plus que bien. Certaines de nos entreprises sont dans une meilleure situation que même avant la pandémie. Alors, à cause, à mon avis, de ça. Le dernier élément sur les fonds de tourisme, c'est que 92% des investissements que nous avons faits dans le fonds de tourisme sont en dehors des grands centres, donc en dehors de Québec, en dehors de Montréal. Donc, 92% on a dans le Laurentide, on a en Gaspésie, on a dans le Grand Nord, on en a au Saguenay. Donc, on est vraiment assez présent partout. Si vous avez des questions là-dessus, d'ailleurs, Thierry, c'est le responsable du fonds de tourisme, donc il pourrait parler un peu plus là-dessus. Je vous interromps une petite minute. Il y en a une petite question ici dans le clavardage, dans le fond, qui demande pourquoi chargez-vous des intérêts? J'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais ça vous entendre. Merci beaucoup. Nous, on est un fonds d'impact, je disais, on avance à
titré comme un fonds de développement, nous avons été créés par fonds d'action. Donc, environ 80, 85 ou même 90% de l'argent que nous investissons provient des fonds d'action. C'est quoi fonds d'action? Ben, c'est un fonds de travailleurs, donc c'est des fonds de pension des personnes, des individus, de quoi? On sont rendus 250 000 personnes, je pense, au Québec, qui chaque mois ou chaque semaine ou une fois par année mettent de l'argent de leur retraite là-dedans. Donc, nous, il faut qu'on charge des intérêts, une pour pouvoir fonctionner, puis d'autres pour donner au moins un rendement aussi minimal soit-il à fond d'action pour continuer à faire grandir les deniers du monde qui sont en train de cotiser pour leur retraite. Donc, je disais, Fonds de l'inclusion financière, compte tenu qu'on a un fonds d'impact, les entrepreneurs, la diversité, ça nous intéresse. Et pour ce faire, nous avons créé 2 fonds depuis une douzaine d'années. Le fonds Afro-Entrepreneur qui s'adresse aux gens des communautés noires, et puis le fonds Mosaïque qui s'adresse à toutes les autres communautés. Encore une fois, ce sont des prêts de 50 à un demi-million. Puis la particularité dans ces 2 fonds, c'est qu'on a des comités d'investissement distincts dans lesquels il y a des entrepreneurs, dans lesquels il y en a des professionnels qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui viennent des communautés ou même qui sont dans le même domaine, que les personnes viennent nous présenter les projets. Donc, comme ça, on peut faire tomber des barrières de part et d'autre quant au projet. Exemple des entreprises que nous avons financées, création de l'ICIAS, d'ailleurs ça je pense que c'est dans Laurentide, les refuges percés, ça aussi, et Gaspard, Ibres, Corporation de Théâtre Saint-Eustache, ça doit être chez vous, Eloïse Laboratoire, ça c'est à Saint-Jérôme, Agathe Boutique de mémoire, je pense que c'est à Saint-Jérôme aussi, Coopérative de Laurier Station, donc ça c'est quelques entreprises que nous avons financées puis se retrouvent dans les Laurentides. Rapidement, parce que c'est l'objet de notre rencontre, Inogec. Inogec, nous l'avons créé en 2017, donc avec la participation financière des fonds d'action, Filaction et la Caisse d'économie solidaire. On a demandé au gouvernement du Québec, au ministère de l'économie et de l'innovation, d'apparier l'argent que nous, on mettait de notre propre argent. Ce que le gouvernement a accepté, puis c'est comme ça qu'on a commencé les fonds Inogec. C'était tellement intéressant que la Ville de Montréal a décidé de participer par le biais de PME Montréal. Donc, depuis 2018, la Ville de Montréal, par le biais de PME Montréal, sont partenaires d'Inogec, évidemment dans le cadre de PME Montréal, pour les projets qui sont dans l'agglomération de Montréal. Les objectifs, c'est on fournit aux entreprises d'économie sociale une contribution non remboursable. Donc, ça, ce sont des subventions par rapport à ce qu'on parlait des prêts tantôt puis d'intérêts, contribution non remboursable afin de financer l'appel à des conseillers externes. Donc, ce n'est pas embaucher un employé de plus pour faire quelque chose, non, c'est des conseillers externes pour des interventions d'aide stratégique. Donc, ce n'est pas opérationnel, c'est quelque chose qui va aider au développement de l'entreprise. On couvre notamment des activités de planification stratégique, de plans d'affaires, diagnostic organisationnel, études de marché ou même de communication. Des résultats, je pense qu'il y a... Oui, c'est bon. Résultat, on a reçu 153 projets. On a financé, subventionné 112 projets. Le coût total des interventions, c'était autour de 4,2 millions de dollars. Puis nous, on a accordé presque $1 million en subvention depuis notre création. Donc, on a commencé lentement. Marc-André, vous parlez du PAGES présenté au mois de novembre, fin novembre l'année passée. Mais là, je pense que le gouvernement considère que c'est un outil fort intéressant, fort important. C'est pour ça maintenant une vision pour les 4 prochaines années qui restent. Alors qu'au départ, c'était année après année. Si jamais il restait l'argent, on pouvait le faire. Maintenant, ça devient quelque chose de permanent. Le volet général, on a du volet général puis relance. Dans le volet général, évidemment, ça s'adresse aux entreprises d'économie sociale qui proviennent de tous les secteurs, qu'elles soient coopératives, OBNL ou même mutuelles, ou même, puis ça, on tient à le dire, dans les cas des entreprises, dans le volet général, il y a dans certaines régions dans lesquelles des organisations communautaires, des OBNL sont mis ensemble pour créer des coopératives de solidarité, donc on peut financer cela aussi. Le type d'intervention, c'est une intervention dans le volet général limité à une fonction stratégique.
qui, bon, pour soutenir une phase importante du développement. Je disais tout à l'heure, un lancement d'une entreprise, ça pourrait être une phase importante. On peut faire on a financé plein d'affaires, études des marchés, analyse des coûts, stratégie, communication, planification stratégique, il y en a régulièrement, stratégie de financement ou toute autre expertise stratégique que l'entreprise pourrait avoir besoin. Donc, c'est vraiment, on essaie d'être flexible, quoique là, on cadre un petit peu plus parce qu'on dit fonction stratégique, puis une phase importante de développement. Dans le volet général, on couvre jusqu'à 40% des honoraires de l'intervention pour un maximum de $15,000. Chose particulière, puis ça, il faut tenir en compte tout INOGEC, c'est l'aide gouvernementale sous toutes ses formes ne peut pas dépasser 80% pour le coût total d'une intervention. Par exemple, je pense qu'il y a le ministère de l'Emploi qu'il y en a certains programmes. Donc, si le ministère de l'Emploi a déjà des programmes, admettons 30-40%, bien évidemment, on ne peut pas dépasser avec la participation de INOGEC au-delà de 80%. Là, pour parler de volet relance, je vais laisser ma collègue Marie-Ève Cloutier. Je donne la parole. Merci beaucoup, Mildred. Alors, pour me présenter un petit peu, parce qu'on l'avait fait tout à l'heure avec les présentateurs, mais je crois que les autres n'étaient pas là quand on l'a fait. Alors, Marie-Ève Cloutier, je suis coordonnatrice chez Filaction depuis les 16 dernières années. J'ai travaillé beaucoup auparavant avec l'entrepreneuriat féminin, donc tous les femmes et sœurs de toutes les régions, y compris celle des Laurentides. Maintenant, j'ai fait un petit bifurcage vers le fonds touriste avec Thierry, mon collègue. Et c'est moi maintenant qui deviens la porte d'entrée pour INOGEC. Auparavant, c'était ma collègue Pauline Boineau. Peut-être que vous connaissez, vous avez déjà fait affaire avec elle pour d'autres dossiers INOGEC, pour ceux et celles qui en ont accompagné. Donc, c'est moi maintenant qui deviens la porte d'entrée pour les dossiers, autant le INOGEC Relance que le INOGEC Général. Je vais vous présenter le INOGEC Relance qui a été lancé cette année. Comparativement au volet général, celui-là va aller cibler les entreprises vraiment qui ont été impactées par la crise sanitaire de la dernière année. Impactées soit très négativement, donc qui ont presque mis la clé sous la porte, ont presque fermé l'entreprise, ou d'un autre côté, impactés très positivement, donc qui ont connu une croissance fulgurante, les ventes étaient au rendez-vous, les services étaient nécessaires. Donc, on va aller chercher ces entreprises-là, justement, et on va pouvoir les aider à faire des évaluations et à faire de l'accompagnement par la suite. Donc, c'est toujours des coopératives, des OBNL ou des mutuelles qui vont avoir eu, justement, des défis liés à la pandémie. Et pour les entreprises qui ont connu beaucoup de difficultés, on va demander que cette entreprise-là ait un minimum de 3 ans d'opération. Pour les entreprises qui ont connu une croissance fulgurante, on va demander qu'il y ait environ 12 mois d'opération. Donc, le volet INOGEC Relance est divisé en 2 parties. Il y a 2 phases. Si on peut juste me changer la slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va avoir 2 phases pour le INOGEC Relance. On va aller dans une première phase faire l'évaluation, un diagnostic, un audit d'entreprise pour voir qu'est-ce qui s'est passé justement durant la pandémie, qu'est-ce qui a vraiment pas bien marché ou qu'est-ce qui au contraire a beaucoup trop marché et on n'a pas été capable de tout gérer ça. Donc, pour la première intervention, on va aller financer un maximum de 80% du coût de l'intervention, maximum de 10 000 $ qu'on peut donner en subvention pour cette phase-là. Par la suite, lorsque la première phase est terminée, on a le rapport du consultant. On va voir qu'est-ce qui, justement, doit être mis en place pour la deuxième phase. Donc, pour la réalisation du plan d'action à la deuxième phase, on va aller financer toujours un maximum de 80% de l'intervention, maximum cette fois-ci de 30 000 $ qu'on peut offrir en subvention. Comme Hildar le disait tout à l'heure, l'aide gouvernementale sous toutes ses formes ne peut pas dépasser 80% du coût d'intervention. Donc, c'est sûr que s'il y a un autre organisme justement qui a fait une petite subvention pour pouvoir aider pour l'intervention, nous, on va aller peut-être compléter justement, cet exemple, l'organisation a fait un 40%. Nous, on pourra aller jusqu'à un maximum de 40% supplémentaire pour ne pas dépasser le 80%. En deuxième phase, ce qu'on peut aller financer comme intervention, c'est les accompagnements. Donc, l'accompagnement soit pour la comptabilité, les communications, les ressources humaines, une analyse financière, un plan stratégique, un plan d'affaires même. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher dans la deuxième phase pour les interventions. C'est vraiment l'accompagnement. Alors, quelques petites informations générales sur les 2 INOGEC. Donc, autant le INOGEC volet général
qui pour tout le monde que le INOGEC plus relance par rapport à la COVID. Donc, les consultants, on va demander qu'ils soient le plus possible des entreprises d'économie sociale. On dirait, on aimerait ça avoir 100% d'entreprises d'économie sociale, mais c'est sûr qu'on comprend aussi les réalités. On comprend que dans certaines régions, il n'y a pas nécessairement des entreprises d'économie sociale qui offrent des consultants, des interventions comme ça. Par rapport au secteur d'activité aussi, des fois, des entreprises, on ne trouvera pas nécessairement une entreprise d'économie sociale qui va vraiment bien connaître notre secteur d'activité. Donc, à ce moment-là, si le justificatif est bon par rapport au choix du consultant, on pourra accepter des entreprises qui ne sont pas de l'économie sociale. Les consultants, par contre, qui bénéficient d'une aide gouvernementale ne peuvent pas être admis pour le programme. Donc, si je donne l'exemple de la CDR, bon, c'est sûr qu'ils ont tout un volet où ils sont financés par le gouvernement. Cependant, lorsqu'il y a des services où c'est une autre enveloppe budgétaire, c'est pas une enveloppe budgétaire qui vient de l'État et qu'ils offrent des services avec cette entreprise-là, pourront être admissibles à ce moment-là à être le consultant choisi pour l'intervention. Alors, je m'excuse, hein, j'ai passé vite, mais si vous allez sur notre site Internet, vous avez un petit bottin justement des consultants qui sont inscrits là, déjà sur notre site. C'est sûr qu'il n'est pas exhaustif. On n'a pas toute la liste encore, mais on peut ajouter des gens. Donc, si des fois vous avez des listes de consultants que vous connaissez d'économie sociale, vous pouvez nous les envoyer, on peut les intégrer dans notre site ou vous pouvez les inviter à aller justement sur le site et s'inscrire au bottin. Comme ça, on pourra les retrouver dans notre liste. Je vois une petite question. Je vais attendre la suite. J'ai juste une moitié de question, je m'excuse. Donc, pour les critères d'évaluation, on va aller voir bien évidemment le respect des conditions d'admissibilité au projet, l'apport réel du projet dans le développement de l'entreprise, l'impact social, culturel et économique que le projet va avoir sur l'entreprise, mais bien évidemment dans la région aussi, et les chances de succès de l'intervention. C'est sûr qu'on va se cadrer un petit peu aussi sur la nécessité financière de l'entreprise. Si l'entreprise fait des chiffres d'affaires, des bénéfices 1 million par année, peut-être qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le bon endroit pour faire de l'intervention. Notre enveloppe budgétaire est limitée. Hein. On a un 3 millions pour la relance, on a un 550 000 environ pour le INOGEC général présentement. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher les projets qui en ont le plus besoin. On ne financera pas automatiquement tous les projets, ni non plus jusqu'au maximum admissible, mais on va essayer de financer le plus possible différents projets qui en ont vraiment besoin. Alors, si on fait une petite différence un peu entre les deux. Donc, le volet relance et le volet général. Alors, le volet relance est vraiment pour les entreprises qui ont été impactées par la crise sanitaire. Le volet général couvre toutes les entreprises d'économie sociale. Du côté de la relance, on va demander un 3 ans d'opération pour les entreprises qui ont été en difficulté, un 12 mois pour ceux qui ont été en croissance accélérée. Du côté du général, ce sont tous les types, tous les stades de développement, y compris le démarrage d'entreprise. Donc, pour les groupes promoteurs qui voudraient démarrer une entreprise d'économie sociale. Côté relance, on va avoir 2 phases. Donc, première phase qu'on va aller financer, c'est l'évaluation. On va financer un maximum de 10 000 $, 80 % du coût de l'intervention. Par la suite, la deuxième phase, ça va être l'accompagnement. Un maximum encore de 80 % du coût d'accompagnement, excusez-moi, maximum de 30 000 $. Côté général, on va aller financer une fonction stratégique spécifique pour l'entreprise, maximum de 40 % du coût d'intervention, 15 000 $ maximum en argent, et on ne doit pas dépasser le 80 % d'aide gouvernementale au total. Alors, j'avais une question. Existe-t-il une liste des entreprises d'économie sociale de fournisseurs possibles dans la région des Laurentides? C'était pour Marc-André. Est-ce que le Fonds général peut participer au financement du démarrage des projets de logement abordables? Alors, je vous laisse répondre, M. Caron. Dans le fond, on a une liste d'entreprises. Oh, mon micro est là. Oui, on a une liste d'entreprises, mais on faudrait en cibler. Là. Il y a l'ILO, il y avait le CDR, mais des entreprises, après ça, il y a tous nos partenaires là, mais qui font de l'accompagnement, mais les microcrédits, dans le fond, il y a d'autres, mais on pourra regarder là, selon les territoires. Mais c'est sûr qu'en service conseil, il n'y a pas énormément dans les Laurentides d'entreprises en économie sociale. Mais on pourra creuser un petit peu plus la question.
Peut-être pour compléter, dans le bottin des consultants qu'on a sur le site d'Inogec, c'est possible de faire une recherche par région aussi, donc soit par région, soit par service. Donc, si jamais vous voulez voir ce qui cible Laurentide, c'est aussi possible de le faire. Il y a des exemples comme... Excuse-moi. Oui, allez-y. Il y avait des exemples comme MCE Conseil là, qui offre des services partout au Québec. Il y a d'autres... Le consortium aussi. Des consortiums, oui. Pour la deuxième partie de la question, je vais revenir à la fin si ça ne vous dérange pas. Je vais juste terminer ce petit bout-là. Donc, pour faire une demande, justement, autant pour le volet relance que le volet général, on va sur le site Internet d'Inogec, il y a un formulaire à remplir. Donc, un formulaire pour le côté relance, un formulaire pour le côté général. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. On remplit ça, on faisait simplement décrire le projet d'intervention qu'on a, décrire un petit peu notre entreprise, qu'est-ce qui s'est passé si on est dans relance par rapport à la COVID. Il y a la liste des autres documents aussi qu'on doit annexer. Donc, on fait un petit package avec ça, on nous envoie ça par courriel, puis nous, on va pouvoir traiter ça. Présentement, la prochaine date de tombée pour les deux fonds Inogec est le 4 juillet. Donc, on recevra les demandes jusqu'au 4 juillet. Donc, quelques exemples. Je crois que je vais laisser Milda faire le tour pour les autres exemples. Oui, puis peut-être compléter ce qu'il vient de dire par rapport aux demandes. Le volet relance, ça fait pas longtemps qu'il a été annoncé, quoi, il y a un mois peut-être, même pas un mois. On avait donné plus de temps pour présenter une demande. La date limite, c'était le 15 mai. Puis on a reçu une trentaine de demandes. La vaste majorité, je dirais peut-être 90%, sont des entreprises en difficulté, mais quand même, il y en a quelques entreprises qui sont dans une croissance plutôt accélérée. Dans les jours qui viennent, on prendra une décision dans un comité sur les entreprises qui seront soutenues. Voilà, des entreprises que nous avons financées dans le Inogec passé il y a Lilo pour faire un plan d'affaires. On a financé en Gaspésie la radio SU FM. Ça, c'était aussi pour une planification stratégique. Donc, c'est une radio qui fonctionne depuis 1983. À Montréal, on a financé les grands costumiers. Ça, c'était Radio-Canada qui voulait faire des costumes. En fait, c'est le patrimoine que ça fait longtemps quand il faisait toutes les séries. Donc, il a été créé une entreprise d'économie sociale qui fait la location de ces costumes-là. Nous, on a participé à 2 reprises pour un plan marketing incluant les stratégies web et médias sociaux, puis une autre pour l'organisation et le processus de l'entreprise. Poisson NTT, ça c'est un bon exemple de besoins spécifiques faites par des entreprises qui ne sont pas entreprises d'économie sociale, parce que Poisson NTT, c'est une coopérative qui fait la pisciculture, puis il plante aussi des légumes. La particularité, c'est que tout ce qui est le système de chauffage, caleffaction et climatisation, si vous voulez, c'est fait par géothermie. Puis donc, ils font appel au niveau des études d'ingénieurs. C'est ce que nous avons financé au niveau de Filaction. Donc, toute question, toute demande, si vous allez à ce numéro de téléphone, c'est Marie-Ève qui va répondre. Donc, il va se faire un honneur et un plaisir de vous répondre à vos questions. Si vous écrivez à inogecfilaction.qc.ca, encore une fois, c'est Marie-Ève qui le reçoit. Donc, si vous avez des doutes parce que vous accompagnez une entreprise ou si vous avez des questions parce que vous êtes une entreprise qui pourrait faire une demande, vous contactez inogecfilaction.ca ou vous appelez à ce numéro. Marie-Ève se fera un plaisir de vous répondre. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Puis donc, s'il y a d'autres questions, on est là pour vous.